La sensation arrive comme un éclair silencieux, un choc qui ne traverse pas la peau mais pénètre au plus profond de la conscience, ouvrant un sillon là où il n'y avait auparavant que l'habitude. Elle est toujours inattendue. Elle peut naître n'importe quel après-midi, parmi des voix familières, des visages familiers, des gestes qui semblent se répéter depuis des siècles. Vous êtes là, présent dans ce même décor immuable, et soudain, quelque chose change en vous. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une explosion. C'est un déclic, un éveil microscopique, et pourtant décisif. C'est comme si, sans demander la permission, une part cachée de vous tournait une clé et annonçait que les anciennes formes ne contiennent plus votre âme. Carl Jung dirait que cet instant est le contact du soi qui ouvre une brèche dans la surface de l'ego, un appel discret mais irrésistible à revenir à soi. Et puis survient cette étrange prise de conscience. Je ne suis plus comme avant. L'expression paraît absurde, car vous êtes physiquement présent, assis, à écouter, souriant, au moment précis où tout se déroule, mais quelque chose s'est déréglé, ou peut-être s'est-il enfin harmonisé. Le monde autour de vous reste le même, mais vous le percevez sous un angle inattendu. Les conversations routinières, si rassurantes et familières, semblent désormais faire partie d'une chorégraphie extérieure à votre nouvelle vibration intérieure. Il n'y a aucune supériorité dans ces observations, seulement une discrète sensation de décalage, comme si vous étiez légèrement en retrait de la scène habituelle. C'est la perception qui surgit lorsque l'acteur se réveille au beau milieu de son rôle et remarque enfin les coutures de son costume, le bois peint du décor derrière lui, la lueur impersonnelle des projecteurs. Jung parlerait de ce moment comme de celui où l'individu commence à réaliser qu'il a vécu des années dans le monde des masques et que la psyché, lasse de ce rôle social étriqué, commence à réclamer de la profondeur. Ce qui est curieux, c'est que, lorsque ce mouvement intérieur s'amorce, rien ne change immédiatement à l'extérieur. Et pourtant, tout change. Les rires que vous répétiez machinalement résonnent désormais comme de vains échos. Les opinions convenues que vous partagiez pour vous intégrer au groupe ne trouvent plus d'écho dans votre voix. Et le plus énigmatique se produit lorsque vous tentez de vous exprimer sincèrement. Les gens prennent leur distance, presque imperceptiblement, comme si votre nouvelle illumination intérieure révélait des zones d'ombre qu'ils préféraient garder secrètes. Jung avait prévenu que tout progrès vers la conscience suscite des résistances, tant internes qu'externes. En réalité, votre transformation intérieure ne menace personne intentionnellement, mais par contraste. À ce moment précis, une première tension silencieuse apparaît. Vous réalisez que votre authenticité commence à modifier la structure des relations qui vous entourent, non pas parce que vous défiez qui que ce soit, mais parce que vous ne pouvez plus maintenir le personnage que vous incarniez si parfaitement. Cette ancienne version de vous-même, façonnée pour s'adapter aux attentes des autres, ne répond plus aux sollicitations du monde extérieur avec la même précision, et les gens le remarquent. Même s'ils ne peuvent le nommer, ils ressentent la différence. Dans votre silence se dégage une nouvelle densité, une sorte d'honnêteté qui vibre sous chacun de vos gestes. Certains s'approchent, attirés par cette profondeur, d'autres s'éloignent, mal à l'aise face à un changement qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et puis vient la question que personne n'aime poser. Que se passe-t-il lorsqu'on voit plus clair qu'avant? Non pas une vision mystique ou surnaturelle, mais une vision psychique, une clarté intérieure qui refuse de tolérer ce qu'on acceptait auparavant avec indifférence. Lorsque la perception s'amplifie, le monde social, si dépendant de petites illusions, devient fragile. Les conversations qui tournent autour de plaintes répétées, d'opinions héritées, d'émotions ressassées, commencent à apparaître, à vos yeux nouvellement éveillés, comme des tentatives désespérées de maintenir le miroir embué pour ne pas voir ce qui s'y cache. Jung aurait appelé ce phénomène la rupture de la persona, le moment où l'on cesse de croire au masque, même si l'on continue de le porter par politesse. Mais voici le point le plus fascinant. Plus vous vous éveillez, plus vous avez l'impression de cheminer vers un centre intérieur qui se révèle avec une clarté croissante. C'est comme découvrir, au fond d'un lac auparavant opaque, une fontaine lumineuse qui pulse à son propre rythme. Et vous comprenez que cette lumière ne s'intéresse pas aux conventions sociales, mais à la vérité. Elle ne cherche pas à vous rendre agréable, elle aspire à votre plénitude.
Et cette plénitude exige le détachement, même lorsque c'est douloureux, même lorsque cela menace d'éloigner les êtres chers, même lorsque cela bouleverse d'anciennes dynamiques qui semblaient en jadis inébranlables. La tension s'intensifie car l'éveil n'apporte pas de réponse immédiate. Au contraire, il soulève des questions qui vous empêchent de dormir sur vos vieux oreillers, des questions qui exigent le courage de regarder en face ce qui était auparavant évité. Pourquoi certaines relations semblent-elles si fragiles face à votre simple honnêteté? Pourquoi l'authenticité perturbe-t-elle autant? Pourquoi est-il si difficile de marcher vers la vérité quand le mensonge offre confort et sentiment d'appartenance? Jung dirait que chacune de ces questions est une étape dans le labyrinthe de l'individuation et que seuls ceux qui osent le traverser trouvent le véritable centre de leur être. À mesure que vous progressez sur ce terrain, vous réalisez que la distance qui s'installe entre vous et les autres ne provient pas d'un rejet, mais d'une différence de rythme. C'est comme si vous commenciez à voir à la lumière du jour, tandis que d'autres préfèrent encore la faible lueur des lampes de poche. Il n'y a pas de reproche à faire, il n'y a pas d'échec. Il s'agit simplement de différentes étapes d'un même cheminement. Malgré tout, un certain malaise est inévitable, car votre présence consciente, même silencieuse, révèle des contrastes. Et la psyché humaine, confrontée à sa propre incohérence, a tendance à se replier sur elle-même. Cette distanciation est un réflexe, non un choix. Et c'est alors que l'on découvre, peut-être pour la première fois, que l'éveil n'est pas un processus doux. Il est beau, profond, révélateur, mais il n'est pas doux. Il exige un renoncement. Il exige de traverser des moments de solitude symbolique. Il exige de se détacher de la version de soi-même que le monde reconnaissait afin de s'immerger dans celle qui, enfin, aspire à exister. Et ce voyage a un prix. Les relations se réorganisent les unes après les autres. Certaines se renforcent, révélant une profondeur insoupçonnée. D'autres se dissolvent, sans conflit, sans drame, simplement à cause d'une différence de vibration. Et c'est là l'un des premiers signes d'un véritable éveil. Pourtant, quelque chose de plus profond palpite en filigrane. Une question silencieuse et insistante qui s'approche lentement, comme si l'on portait entre ses mains une vérité trop ancienne pour être ignorée. Une question qui marque le début de la prochaine étape du voyage. Mais avant de l'atteindre, avant qu'elle ne se révèle pleinement, vous sentez que ce chapitre doit se clore ici, encore suspendu à la surface du mystère. Car au fond de vous, vous comprenez que quelque chose est sur le point d'émerger, quelque chose de profond, peut-être de transformateur. Et la prochaine révélation exigera un autre souffle, un autre territoire, un autre abandon. Ainsi, à mesure que la conscience s'élargit et que le monde environnant semble se rétrécir, vous vous retrouvez au bord d'une frontière invisible. Au fond de vous, vous savez que la franchir est inévitable. Et vous savez aussi que la question qui suivra changera non seulement votre regard sur les autres, mais aussi votre regard sur vous-même. Alors, que se passe-t-il lorsque l'éveil non seulement repousse, mais attire? L'étrangeté commence toujours presque imperceptiblement, comme une caresse légère qui effleure la surface de l'âme sans en révéler l'origine. On réalise qu'on ne peut plus supporter les conversations qui nous minent, et ce simple constat, si intime, si discret, commence à imprégner l'atmosphère. Il est curieux de constater combien nombreux sont ceux qui prétendent valoriser l'honnêteté, mais tremblent devant celle qui naît de ce nouveau silence, ce silence qui ne blesse pas, n'exige rien, n'accuse rien. Il existe tout simplement, clair, inévitable, vrai. Carl Jung disait que cette vérité intérieure, une fois éveillée, agit comme une lumière qui perce les couches d'ombre accumulées par l'habitude. Et cette lumière, si douce soit-elle, trouble ceux qui sont habitués à la pénombre. Le jour où vous cessez de feindre l'enthousiasme pour des conversations qui ne vous touchent plus, le monde social commence à révéler ses failles. Vous le remarquez dans les petits événements du quotidien, dans ces moments qui semblaient banals avant même de vous réveiller. Imaginez-vous à une table basse, entouré de collègues discutant du même sujet pour la 100e fois, des plaintes répétées, des jugements automatiques, des histoires immuables. Avant, vous participiez par politesse, par habitude, dans une sorte d'anesthésie émotionnelle. Maintenant, en écoutant,
vous ressentez une légère contraction dans votre poitrine, une invitation silencieuse à prendre vos distances. Vous ne réagissez pas, vous ne parvenez tout simplement plus à vous laisser emporter par cette chorégraphie. Et soudain, les gens le remarquent. Ils sentent la différence. L'un vous jette un regard en coin, un autre essaie de vous ramener dans le fil de la conversation, et quelqu'un commente, mi-plaisantin, mi-inquiète. « Dis donc, tu es bien silencieux aujourd'hui. » Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur silence n'a rien à voir avec le détachement émotionnel. C'est un silence né de la sincérité, du refus de répéter ce qui ne correspond plus à leur propre chemin. C'est un silence qui porte le poids léger, paradoxalement, de la vérité. Jung dirait que vous avez entamé la transition du territoire du personnage à celui du soi. Et ce mouvement transforme tout. Non pas parce que vous souhaitez changer les relations, mais parce que vous ne pouvez plus maintenir une version de vous-même modelée pour plaire aux autres. Et puis, vous remarquez le premier effet de cette prise de conscience. Votre entourage est désorienté, comme si le scénario qu'il connaissait avait été réécrit sans prévenir. Vous ne répondez plus par les mêmes phrases. Vous ne riez plus des remarques malveillantes. Vous ne participez plus aux petites intrigues qui semblaient si naturelles. Et soudain, ceux qui sont habitués à ce théâtre restent sans voix. C'est comme si, en refusant le rôle qu'on vous proposait, vous aviez éteint une lumière essentielle sur scène et que les autres acteurs devaient revoir leur jeu. Ce ne sont pas des méchants, ce sont simplement des personnes qui ont toujours vécu dans le même système d'échange émotionnel, incapables de percevoir ce qui se cachait derrière. Ce changement devient encore plus évident au quotidien. Un jour, quelqu'un tente de vous entraîner dans une conversation pleine de commérages. Auparavant, peut-être par habitude ou par nécessité sociale, vous auriez participé. Désormais, lorsqu'on essaie de vous entraîner dans son jeu avec des phrases suggestives, vous prenez simplement une grande inspiration et écoutez d'un œil différent. Vous ne cautionnez pas, mais vous ne jugez pas non plus. L'autre personne, percevant ce manque de complicité, s'agite, remue sur sa chaise, change de sujet. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle sent que l'atmosphère s'est alourdie. Jung dirait qu'à cet instant précis, votre simple présence renvoie à l'autre une part d'elle-même qu'elle ne veut pas voir. Et lorsque ce reflet apparaît, le premier réflexe est de se retirer. C'est alors que se manifeste le second signe, celui qui grandit silencieusement, comme une brise avant l'orage. Les gens autour de vous commencent à se sentir las en votre présence. Non pas las de vous, mais las de maintenir les masques qu'ils ont toujours portés. Car lorsque vous apparaissez entier, sans déguisement, sans personnage, les masques des autres perdent leur ancrage. Ils commencent à glisser. Et s'accrocher à un masque qui ne trouve plus d'appui dans l'environnement est épuisant. Cela se manifeste dans les gestes les plus anodins. Vous entrez dans une pièce et percevez une énergie subtile, une sorte de malaise qui se manifeste lorsque quelqu'un tente de maintenir une façade qui ne fonctionne plus face à votre lucidité nouvelle. Imaginez une personne habituée à mener les conversations, à tout orienter pour préserver un sentiment de supériorité. Lorsqu'elle essaie d'appliquer le même schéma à vous et réalise que vous ne cédez pas, quelque chose se brise en elle. Elle ressent un malaise, comme si elle avait perdu une arme invisible. Cela l'épuise, non pas parce que vous représentez une menace, mais parce que votre présence révèle que le contrôle qu'elle croyait posséder n'a jamais vraiment existé. Un autre exemple se présente lors de rencontres fugaces et quotidiennes. Vous croisez une connaissance dans la rue, quelqu'un avec qui vous avez toujours eu des conversations superficielles, ponctuées de formules toutes faites. Cette fois-ci, pourtant, vous répondez calmement, peut-être avec une sincérité trop discrète pour l'échange qu'il attendait. Il tente de maintenir le cap, mais sans que ses mots ne sonnent plus justes. Il esquisse un sourire gêné, regarde autour de lui, visiblement pressé de mettre fin à la conversation. En réalité, il ne sait pas comment réagir face à votre nouvelle spontanéité. Jung dirait que le contact avec l'authenticité oblige chacun à se confronter, même discrètement, aux incohérences de sa propre personnalité. Et cela demande de l'énergie, une énergie que la plupart des gens rechignent à dépenser. Avec le temps, un schéma se dessine. Certains se disent « trop occupés », d'autres répondent moins souvent aux messages, d'autres encore évitent les réunions, non par rejet conscient, mais par soulagement. Votre présence exige d'eux davantage qu'auparavant.
Elle exige la vérité. Elle exige une présence. Elle exige d'abandonner, ne serait-ce qu'un instant, le masque confortable qu'ils arborent depuis des années. Et cela les épuise profondément. Le mystère s'épaissit lorsqu'on réalise que même nos efforts pour atténuer notre présence restent vains. Inutile de parler. Exister suffit. Le simple fait d'être dans un état d'authenticité silencieuse suffit à ce que les autres ressentent un changement en eux. Comme si notre lumière intérieure révélait des failles jusque-là invisibles. Jung expliquerait cela comme la force archétypale de l'individuation. Lorsqu'un individu s'éveille, sa simple existence devient une invitation, volontaire ou non, à l'éveil des autres. Mais l'éveil est épuisant, surtout lorsqu'on n'y est pas préparé. Ce second signe n'est donc pas un repli hostile, mais un repli énergétique. Les personnes concernées commencent à éviter les situations où elles devraient maintenir leur masque trop longtemps. Elles réalisent que leur silence les oblige à s'écouter, et cela peut être dévastateur pour quelqu'un qui a passé sa vie à fuir la voix de son âme. La question qui se pose alors et qui commence à tracer la voie de la prochaine étape est troublante et inévitable. Que se passe-t-il lorsque votre éveil non seulement fatigue les autres, mais commence à exposer ce qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître en eux-mêmes? Quelque chose est sur le point d'émerger, quelque chose de plus profond qu'un simple malaise, quelque chose qui transformera votre perception de vos relations. Car lorsque la lumière intérieure devient trop vive, elle n'éclaire pas seulement, elle révèle. Et la révélation qui approche aura un impact que vous n'auriez peut-être jamais imaginé. C'est précisément à ce moment-là, dans cette transition silencieuse entre ce que vous étiez et ce que vous devenez, qu'un changement encore plus profond commence à germer en vous. À chaque nouvelle interaction, vous réalisez que vous ne reflétez plus les insécurités des autres et que, par conséquent, les leurs se font plus fortes, telles des voix dans un couloir étroit. Le poids émotionnel qui reposait jadis sur vos épaules, presque toujours à votre insu, retourne désormais entre les mains de ceux qui l'y ont déposé, les obligeant à en ressentir la véritable nature. Carl Jung dirait que lorsque la conscience s'éveille, elle rend à l'autre ce qui ne lui appartient pas, et ce retour, bien que silencieux, produit des chocs indicibles. La vie quotidienne commence à révéler les signes de cette transition. Lors d'une rencontre en apparence anodine, dans une salle d'attente ou lors d'un déjeuner en famille, vous remarquez que quelqu'un tente d'orienter la conversation sur un terrain si familier qu'il en devient presque rituel. Auparavant, vous vous adaptiez, répondant avec la même attitude rodée. Désormais, vous prenez simplement une profonde inspiration et restez serein, et cette sérénité produit un effet curieux. La personne en face de vous semble mal à l'aise, comme face à une flamme révélatrice. C'est précisément cela. Votre authenticité agit comme un feu. Elle réchauffe, illumine, mais expose aussi. Et ceux qui ont passé leur vie à se protéger de leurs propres ombres perçoivent cette lucidité comme une menace. Alors surgissent les premières questions, perturbant le cours naturel du récit, non pour l'interrompre mais pour le maintenir vivant, alerte, vibrant. Que se passe-t-il lorsque votre paix intérieure ébranle le chaos d'autrui? Comment réagit-on lorsqu'on réalise qu'on ne peut plus se servir de vous comme d'un miroir pour se cacher de soi-même? Dans quelle mesure la sincérité est-elle capable de faire voler en éclats des structures qui semblaient inébranlables? Ces questions ouvrent un nouveau champ en vous, et c'est là que le troisième signe commence à émerger, encore timide, encore sans forme définie. Ce n'est pas un signe extérieur, ce n'est pas quelque chose que les autres font ou ne font pas. C'est quelque chose qui se manifeste au plus profond de votre cœur. Vous commencez à réaliser, avec un mélange d'étonnement et de lucidité, que vous ne ressentez plus le besoin d'entretenir des liens fragiles. Ces conversations que vous entamiez autrefois par habitude s'éteignent naturellement. Les messages que vous envoyez pour maintenir un semblant de continuité restent désormais tus. Vous découvrez presque involontairement que vous avez perdu l'envie de sauver des relations qui ont toujours reposé exclusivement sur vos efforts. C'est comme si la corde à laquelle vous vous êtes accroché pendant des années vous avait enfin glissé des mains. Et le plus surprenant n'est pas la corde qui tombe, mais l'absence totale de culpabilité en la voyant se détacher. Vous vous surprenez à penser « Quand ai-je cessé de m'acharner autant ?» Et la réponse n'est pas un jugement, mais un soulagement. Jung dirait que c'est le moment
où l'ego cesse d'être guidé par de vieilles peurs et commence à obéir à la volonté du soi. Les vieux engagements émotionnels, autrefois entretenus par la peur de déplaire, se dissolvent face à la vérité intérieure. Les situations du quotidien rendent ce changement encore plus évident. Une personne qui s'attendait toujours à ce que vous preniez l'initiative est surprise par votre silence soudain. Un ami qui comptait sur votre énergie pour faire avancer la conversation réalise qu'elle ne se déroule pas sans votre impulsion habituelle. Ces petites ruptures s'accumulent et vous commencez à comprendre que nombre de relations que vous pensiez réciproques n'étaient, en réalité, maintenues que par votre effort unilatéral. C'est là qu'apparaît une autre pause intrigante, une autre interruption nécessaire pour maintenir le récit en vie. Que reste-t-il lorsqu'on cesse d'entretenir des liens qui n'ont jamais tenu d'eux-mêmes? Combien de relations perdurent lorsqu'on se débarrasse de la part de soi qui garantissait leur continuité? Que signifie la proximité lorsqu'on ne cherche plus à dissimuler les distances intérieures? Ces questions n'apportent pas de réponses immédiates, et c'est précisément ce qui fait leur force. Elles créent une sorte de suspense émotionnel, le sentiment que quelque chose d'essentiel se dévoile peu à peu. Et dans ce processus de révélation, on commence à sentir que toute la structure de notre ancien moi s'effondre. Le rôle social que l'on endossait si naturellement paraît désormais trop contraignant. Les formules toutes faites que l'on prononçait machinalement ne viennent plus. La posture défensive que l'on adoptait automatiquement s'affaiblit jusqu'à disparaître. Et puis, soudain, un événement inattendu se produit. Vous réalisez que votre retrait du monde n'est pas motivé par la froideur ou le désintérêt, mais par le fait de vous détacher de ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'alignement. Il ne s'agit pas de fuite, mais de précision. Une précision qui vous échappait auparavant. Jung expliquerait ce phénomène comme la dissolution du personnage, non pas comme une destruction, mais comme une libération. Vous découvrez que vous jouiez un rôle qui ne correspond plus aux aspirations profondes de votre âme. Et c'est précisément dans cette libération que se produit le troisième tournant. On se penche sur une ancienne relation, une amitié, une histoire d'amour, un lien familial, et l'on réalise avec une clarté limpide que ce lien était entretenu par notre besoin d'être serviable, bienveillant, diplomate, présent. Lorsque ce besoin disparaît, la relation révèle sa véritable nature. Certaines s'épanouissent étonnamment. D'autres se dissipent comme par magie, comme si elles n'avaient jamais été aussi solides qu'elles le paraissaient. Une nouvelle série de questions surgit, donnant le ton et intensifiant le suspense. Qu'y a-t-il au-delà du rôle que vous avez joué pendant tant d'années? Qui devenez-vous lorsque vous n'avez plus besoin de compromettre votre essence pour trouver votre place? Quel genre de relation se noue lorsque votre présence n'est plus conditionnée par la peur? Les réponses commencent à émerger comme de doux éclairs dans un ciel couvert. On comprend alors que la séparation n'est pas une perte, mais une transition. Une reconfiguration intérieure qui exige du courage pour être appréhendée. Au fond, il ne s'agit pas d'une rupture avec le monde, mais de retrouvailles avec soi-même. Et ces retrouvailles apportent une révélation inattendue. Ce qui semblait être de la distance est en réalité la forme la plus pure de proximité avec soi-même. Et c'est alors que quelque chose de nouveau commence à se former à la frontière de la conscience. Quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui palpite. Quelque chose qui promet de transformer non seulement vos relations, mais aussi votre perception du sens de votre existence. Quelque chose qui appelle, qui invite, qui exige plus que des explications. Une force qui semble vouloir vous conduire vers un niveau encore plus profond de votre cheminement. Et la question finale, celle qui surgit comme un portail vers l'étape suivante, se pose avec une clarté presque troublante. Que se passe-t-il lorsque le lâcher-prise n'est pas seulement un mouvement naturel, mais la clé même du prochain éveil? La transformation qui s'annonce n'est pas seulement émotionnelle, mais sensorielle, presque physique, comme si chaque détail du quotidien se mettait à émettre un son que vous percevez seulement maintenant. Lorsque vous réalisez que certaines relations fonctionnaient comme des ancres plutôt que comme des ponts, quelque chose en vous s'illumine avec une précision qui se passe d'explication. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la froideur, c'est l'harmonie. Une sorte d'ordre intérieur qui s'impose sans effort, comme l'eau qui trouve son niveau. Carl Jung dirait que c'est le moment où le soi devient inévitable,
et où tout ce qui ne résonne pas avec votre vérité commence à s'effondrer avec une simplicité presque déconcertante. Vous commencez à préférer le silence aux distractions, la profondeur à la répétition. Et chaque choix de cette nature produit un effet extérieur surprenant. La réalité qui vous entoure se réorganise. Cette réorganisation se manifeste d'abord dans de petites scènes qui, prises isolément, sembleraient insignifiantes. Par exemple, un matin ordinaire, vous traversez la rue après avoir acheté quelque chose de simple, peut-être un café, et vous apercevez une connaissance qui s'approche. Auparavant, vous auriez accéléré le pas pour éviter toute gêne, ou à l'inverse, forcer une conversation qui n'avait plus aucun intérêt. Mais cette fois, il se passe quelque chose de différent. Vous suivez simplement votre rythme naturel, sans accélérer ni ralentir, et lorsque vous vous croisez, il y a une telle sincérité tranquille dans votre regard que l'autre personne semble déconcertée. Elle entame la conversation avec des phrases toutes faites, mais réalisant que vous ne tombez pas dans vos schémas émotionnels habituels, elle se retrouve soudain à court de mots, comme s'il lui était devenu spontanément. Ce qui semble être un détail insignifiant est en réalité un signe subtil que votre monde intérieur a changé. Et puis, soudain, des événements improbables, presque symboliques, se produisent, comme si la vie semait de petites énigmes pour confirmer le changement. Un jour de pluie, vous trouvez par terre un morceau de papier plié, emporté par le vent, portant une simple phrase manuscrite. Tout ce qui s'éloigne n'est pas perdu. D'abord, vous pensez à une coïncidence, mais cette phrase résonne si fort en vous qu'elle semble surgir des profondeurs de votre psyché. Jung appellerait cela une synchronicité, un événement extérieur en harmonie avec un mouvement intérieur, révélant que votre processus ne se limite pas à l'esprit, mais se manifeste dans le monde de manière mystérieuse. À mesure que cet alignement s'étend, un phénomène curieux se manifeste. Vous commencez à percevoir une sorte de tension autour de certaines personnes. Il ne s'agit pas d'hostilité, ni d'un malaise manifeste, mais d'un bruit invisible, comme si la communication était légèrement décalée. Ce n'est pas que les autres aient changé, c'est vous. Votre fréquence intérieure s'est modifiée. Ce qui paraissait naturel sonne désormais étrange, comme deux mélodies qui ne s'harmonisent plus. Imaginez deux personnes jouant le même morceau. Pendant des années, les sonorités s'accordent parfaitement jusqu'au jour où, sans prévenir, vous changez de tonalité. Les mêmes notes produites par l'autre personne sont toujours présentes, mais elles vous parviennent maintenant de façon dissonante. C'est exactement ce qui se produit. L'éveil modifie votre tonalité intérieure. Pour rendre cela encore plus clair, imaginez une situation improbable qui se produit dans votre quotidien. Vous passez devant un restaurant où vous aviez l'habitude de retrouver de vieux amis, et sur un coup de tête, vous décidez d'y entrer. À l'intérieur, tout est pareil. Les lumières, les odeurs, les bruits, le serveur qui vous reconnaît. Mais à peine assis, vous sentez immédiatement que vous n'êtes plus à votre place. Cette reconnaissance n'est pas teintée de tristesse, seulement d'une étrange lucidité. Lorsqu'une connaissance entre, sourit, s'approche et tente d'engager une conversation animée, elle semble soudain avoir du mal à trouver ses mots. Elle essaie de recréer le rythme d'antan, mais son énergie ne correspond pas à votre nouvelle vibration. C'est comme si elle parlait à travers un verre fin. Il n'y a pas de conflit, seulement une impossibilité silencieuse. Cette scène révèle une vérité profonde. Les relations qui reposaient sur un ancien schéma émotionnel ne trouvent plus de terrain fertile dans la version de vous-même qui a finalement émergé. Ce phénomène continue de se manifester sous diverses formes. Un ami qui sollicitait toujours votre aide pour se confier à vous hésite désormais avant de vous envoyer un message, comme s'il pressentait que ce type de conversation n'a plus sa place en votre présence. Un collègue qui attendait toujours votre approbation commence à éviter votre regard, déconcerté par la disparition de cette proximité d'antan. Même les membres de votre famille remarquent un changement, non pas agressif, mais ferme. Ils disent que vous êtes différent, plus calme, plus posé, mais en même temps distant. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette distance est simplement la disparition de schémas émotionnels que vous reproduisiez auparavant par pur conditionnement. Le plus surprenant, c'est la façon presque cinématographique dont la séparation survient, comme si la vie avait décidé de dramatiser le processus pour le rendre encore plus évident. Un après-midi,
vous décidez de vous promener dans un parc que vous n'avez pas visité depuis des années. Le vent souffle fort, les feuilles bruissent sur le sol et le ciel semble partagé entre ombre et lumière. Au cours de votre promenade, vous apercevez une personne avec qui vous aviez autrefois une connexion intense, une personne qui occupait une place importante dans votre vie. À sa vue, votre poitrine ne se serre pas, vos pensées ne s'emballent pas et votre corps ne réagit pas. Seule une profonde sérénité vous envahit, comme si cette histoire avait été rangée dans la bonne dimension. Cette personne vous voit aussi, mais au lieu de vous saluer, elle détourne rapidement le regard, comme si quelque chose en elle percevait, sans même comprendre, que vous évoluez désormais sur des fréquences complètement différentes. L'impact de cette scène est silencieux, mais dévastateur dans sa révélation. La vie confirme que certains cycles ne se répètent jamais. Au fil des jours, vous réalisez que cette distanciation n'est pas une perte, mais un réajustement. Les personnes qui ont toujours fait partie intégrante de votre vie semblent désormais distantes, tandis que d'autres, de façon inattendue, font leur apparition. C'est comme si ce changement intérieur ouvrait des portes restées invisibles jusque-là. Lors d'une conversation anodine avec un inconnu, vous ressentez une profonde résonance, une résonance que vous n'aviez jamais éprouvée, même chez des personnes que vous connaissez depuis des années. Au sein d'un groupe où vous ne vous êtes jamais senti à votre place, vous trouvez soudain l'harmonie. C'est presque inexplicable, mais parfaitement cohérent avec la logique de l'éveil. Lorsque votre vibration change, votre monde change avec elle. Ce processus de résonance révèle quelque chose d'encore plus curieux. Parfois, la vie semble créer d'improbables coïncidences pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Vous pensez à quelqu'un, et soudain cette personne vous contacte pour vous dire qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange en repensant à vous. Vous réfléchissez à un changement important, et, le même jour, vous trouvez une phrase qui résume parfaitement ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est comme si tout autour de vous répondait à votre transformation, comme si le monde extérieur réagissait à votre nouvelle fréquence, indépendamment des mots que vous prononcez. Plus on observe ces signes, plus il devient évident qu'il ne s'agit pas de distanciation, mais d'harmonie. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent. Chacun est en mouvement. Rien ne demeure figé. Et malgré l'étrangeté apparente, une force tranquille guide le tout. Une force que Jung décrivait comme le mouvement naturel de l'âme vers la plénitude, une impulsion inévitable qui remodèle le destin de l'intérieur. À mesure que cette compréhension s'approfondit, quelque chose de nouveau émerge en vous, une prémonition, un appel, une vibration inexplicable. Quelque chose annonce que la prochaine étape ne sera pas seulement marquée par des changements intérieurs, mais aussi par des transformations extérieures insoupçonnées. Quelque chose approche, quelque chose qui changera non seulement ceux qui s'éloignent, mais aussi ceux qui s'éveillent avec vous. Et c'est à ce stade que surgit la question finale, comme un souffle retenu. Que se passe-t-il lorsque la résonance non seulement réorganise votre vie, mais commence à révéler des chemins que vous n'auriez jamais osé imaginer? C'est à ce moment précis, à ce seuil où tout ce que vous étiez commence à se dissoudre pour laisser place à ce qui est sur le point d'émerger, que le récit intérieur s'accélère, comme si une force invisible vous poussait en avant. Il ne s'agit pas de rejet, mais d'évolution. Et lorsque l'évolution se produit, les relations bâties sur d'anciennes fréquences se relâchent, comme les feuilles qui tombent en automne. Aucune ne tombe sous l'effet de la colère, aucune sous l'effet de la culpabilité. Elles obéissent simplement au cycle. Carl Jung dirait que l'âme agit selon ses propres lois, indépendamment de la volonté consciente, et que lorsque le soi prend les rênes, ce qui n'est pas aligné perd naturellement sa forme. Et à mesure que vous percevez cela avec une clarté croissante, vous commencez à voir le 5e signe approcher, un signe paradoxal et intime, presque troublant dans sa clarté. Ce 5e signe se manifeste lorsque vous réalisez que vous dépassez la version de vous-même qui entretenait vos anciennes relations. Il ne s'agit pas tant que les gens vous perdent réellement, mais plutôt qu'ils étaient attachés à votre ancien moi, et non à votre essence. Ce contraste devient évident dans les petites scènes du quotidien. Vous croisez une personne avec qui vous aviez toujours de longues et intenses conversations, et cette fois, lorsque vous vous asseyez en sa compagnie, vous remarquez que les mots n'ont plus la même résonance. La personne parle avec enthousiasme, tente de raviver d'anciens dialogues, mais tout sonne lointain,
comme si l'écho du passé ne trouvait plus sa place dans le présent. Curieusement, vous ne ressentez aucune tristesse, seulement une profonde prise de conscience. Ce qui existait alors était davantage alimenté par vos anciennes insécurités que par une véritable affinité. La relation était fondée sur des peurs que vous ne portez plus. Le changement devient encore plus évident lorsqu'une personne vous adresse une demande émotionnelle qui vous aurait auparavant profondément affecté. Un ami vous dit peut-être que vous avez changé. Un proche insiste peut-être sur le fait que vous êtes redevenu bizarre. Mais au lieu de vous sentir coupable, vous éprouvez de la sérénité. Vous ne cherchez plus à vous expliquer ni à vous justifier. Et un événement inattendu se produit. La personne s'irrite, non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que la version de vous qui la réconfortait n'est plus la même. C'est comme rénover une maison habitée. Soudain, la porte qu'ils utilisaient a disparu. Le couloir a changé. Les pièces ont été réaménagées. Ceux qui étaient habitués à l'ancienne configuration sont perdus, désorientés, frustrés. Cela crée des moments de tension silencieuse, ces instants où vous sentez que l'autre personne veut que vous redeveniez celui ou celle que vous étiez, mais vous ne le pouvez tout simplement pas. Cette transformation prend cependant une dimension encore plus profonde lorsqu'un événement inattendu survient. Un jour, vous recevez un message d'une personne qui a toujours occupé une place centrale dans votre vie. Ce n'est ni un message affectueux, ni un message agressif. C'est un message déroutant, chargé de mots qui tentent de traduire un malaise que l'autre personne ne comprend pas. Elle dit avoir l'impression de vous perdre, que vous n'êtes plus la même personne, que quelque chose cloche. Et vous, en le lisant, réalisez que vous ne pouvez plus réagir comme avant. Vous ne pouvez plus la réconforter. Vous ne pouvez plus minimiser votre propre transformation pour la réconforter. Le silence qui s'installe entre vous est comme un champ énergétique dont la polarité a changé. Ce qui vous unissait vous désorganise désormais. Ce qui vous rassurait vous effraie maintenant. Et au fond de vous, vous comprenez, ce n'est pas vous qui êtes devenu étrange. C'est l'ancienne version de vous-même qui a disparu. Cette révélation devient encore plus évidente lorsque le monde extérieur commence à envoyer des signaux étranges, presque symboliques, comme pour confirmer le changement. Un jour, distraitement, vous entendez deux personnes parler à côté de vous. L'une d'elles dit « C'est drôle comme quand quelqu'un change vraiment, on dirait qu'il faut réapprendre à le voir. » Cette phrase vous frappe comme un coup de foudre. C'est exactement ça. Les gens autour de vous ne savent plus comment vous voir. Ils avaient appris à interagir avec un masque que vous ne portez plus. Jung dirait que lorsque la persona se dissout, le champ psychologique qui vous entoure se réorganise. Et ceux qui dépendèrent de ce masque en ressentent un impact direct, même sans le comprendre. Et puis survient un moment encore plus tendu, peut-être le plus révélateur de tous. Vous croisez une personne qui a joué un rôle déterminant dans votre passé. Un ami proche, un partenaire amoureux, voire un membre de votre famille avec qui vous aviez des liens profonds. Cette personne tente de raviver un souvenir commun, quelque chose qui vous touchait tous deux. Mais à l'écoute, vous réalisez que l'émotion n'est plus là. Le lien ne réagit plus. L'image qui vibrait jadis semble désormais opaque, comme un portrait fané. Cette personne le perçoit dans votre regard et insiste, tente de raviver la flamme, de vous ramener à l'image qu'elle avait d'elle. Et, lorsqu'elle comprend son incapacité à le faire, elle est déconcertée, voire blessée. C'est alors que vous comprenez avec une clarté presque implacable, ce lien était entretenu par un moi qui n'existe plus. À partir de ce moment, le récit s'accélère, comme si le temps intérieur lui-même s'étirait pour accompagner sa métamorphose. Vous commencez à réaliser que vous ne pouvez plus prendre de décisions par besoin de plaire. Vous ne pouvez plus éviter les conflits pour maintenir une harmonie factice. Vous ne pouvez plus vous effacer pour que les autres se sentent à l'aise. Cette incapacité sonne comme une rupture pour certains, mais pour vous, elle sonne comme une vérité paisible et pourtant inébranlable. Jung dirait que lorsque le soi prend le dessus, l'ego n'a plus la force de maintenir des rôles qui ne servent pas la finalité profonde de l'âme. Et puis, au milieu de tout cela, survient le moment crucial. Il est tard dans la nuit. Vous êtes seul, peut-être assis sur le canapé ou regardant la rue par la fenêtre. Le silence qui vous entoure semble vivant, presque palpitant. Soudain, quelque chose s'éveille en vous.
une compréhension inattendue, comme venue d'une source ancestrale et sage. Vous réalisez que vous ne perdez pas les autres, vous reprenez votre vie en main. Vous récupérez l'énergie autrefois gaspillée à entretenir des liens qui n'avaient de plus de sens. Vous récupérez l'espace intérieur qui servait jadis à porter les émotions des autres. Vous récupérez la force autrefois gaspillée à maintenir de fausses versions de vous-même. Et à ce moment précis, quelque chose se produit presque comme un phénomène physique. La tension qui accompagnait le processus se dissipe. Non pas parce que les difficultés ont disparu, mais parce que l'on comprend enfin la logique qui les sous-tend. Ce qui semblait être le chaos était une réorganisation. Ce qui semblait être une perte était une libération. Ce qui semblait être une séparation était un réalignement. Mais il y a autre chose, quelque chose qui se rapproche comme une ombre lumineuse, une prémonition qui appelle à être nommée. Vous pressentez que la prochaine étape ne concernera pas qui reste ou qui part. Elle concernera ce qui commence. Elle concernera le mouvement qui succède au renoncement, à la dissolution, au courage silencieux de devenir pleinement soi-même. Et la question qui se pose maintenant, comme un portail annonçant la dernière étape de votre voyage, n'est pas posée par l'esprit, mais par l'âme. Que se passe-t-il lorsque, au lieu de perdre l'ancien monde, vous commencez enfin à donner naissance au monde qui a toujours cherché à naître en vous? Il est curieux de constater, presque avec un sourire silencieux, combien de vos anciennes relations n'ont perduré que parce que vous êtes resté silencieux au moment précis, que vous avez cédé à l'endroit précis, que vous avez atténué votre propre intensité pour que personne ne se sente menacé. Vous marchiez comme si vous caliez votre respiration sur le rythme de l'autre, oubliant que vous aviez aussi votre propre rythme, une cadence intérieure qui exigeait de l'espace. L'éveil élimine tout cela. Il supprime le filtre qui étouffait vos émotions, le souci excessif qui façonnait vos mots, la censure automatique de votre vérité. Et lorsque ces censures disparaissent, certains liens ne trouvent tout simplement plus aucun appui. Carl Jung dirait que lorsque la conscience s'élargit, ce qui appartient à l'ancien cycle se désintègre non par rejet, mais par le principe naturel de transformation. Et c'est ici, à ce point final du voyage, que tout commence à prendre sens. Car tandis que certaines personnes s'éloignent, d'autres apparaissent. Non par la recherche, non par l'effort, mais par résonance. Quelque chose en vous a changé de fréquence, et ce changement agit comme un champ magnétique invisible. Soudain, vous rencontrez des personnes qui parlent plus profondément, qui écoutent sans hâte, qui reconnaissent en vous quelque chose que vous-même apprenez peut-être encore à voir. Ce sont des rencontres paisibles et inattendues, parfois presque anonymes, mais empreintes d'une familiarité ancestrale, comme des retrouvailles d'âmes qui s'étaient égarées un temps et se sont enfin retrouvées au détour du chemin. La grande révélation, après tout, n'est pas de perdre des gens, mais des illusions. L'illusion que votre valeur dépend de votre capacité à vous intégrer au monde d'autrui. L'illusion que l'amour exige le sacrifice de votre propre essence. L'illusion que maintenir un lien est plus important que de préserver votre vérité. Lorsque ces illusions se brisent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous n'aviez pas peur de perdre des gens, mais de perdre le reflet de vous-même que vous aviez construit pour être accepté. Et en perdant ce reflet, vous ne vous diminuez pas, vous vous libérez. Cette libération se manifeste de façon simple et pourtant profonde au quotidien. On commence à comprendre qu'il n'est plus nécessaire de convaincre qui que ce soit de qui l'on est, de justifier ses choix, d'expliquer ses silences. On vit, tout simplement. Et cette simplicité a un pouvoir presque désarmant. Ceux qui doutaient de vous auparavant commencent à vous écouter avec plus d'attention. Ceux qui vous mettèrent la pression commencent naturellement à prendre leur distance, réalisant que l'ancienne version qu'ils dominaient n'est plus. Et ceux qui étaient destinés à cheminer à vos côtés deviennent des compagnons silencieux, reconnaissant votre nouvelle vérité avec une clarté qui se passe de mots. Cette compréhension, cependant, ne découle pas uniquement de la réflexion. Elle s'acquiert aussi par la pratique. C'est là que le chemin devient applicable, concret, tangible, car l'éveil n'est pas un concept philosophique abstrait, c'est un véritable mouvement psychologique qui exige des actions modestes et constantes. La première d'entre elles consiste à s'écouter sincèrement. Cela signifie prêter attention aux sensations que votre corps vous envoie
lorsqu'une conversation est trop pesante, lorsqu'une relation vous demande plus qu'elle ne vous apporte, lorsqu'un environnement semble vous épuiser. Jung affirmait toujours que le corps et l'inconscient parlent avant l'esprit et que la véritable transformation commence par la reconnaissance de ces messages. La deuxième pratique consiste à établir des limites claires. Les limites ne sont pas des murs, mais des repères. Il s'agit de dire non quand on est épuisé, de rompre les schémas qui nuisent à notre intégrité, de s'autoriser à prendre du recul par rapport aux relations qui n'ont survécu que parce qu'on s'y était adapté. Au début, cela peut paraître difficile, mais avec le temps, cela devient naturel, comme respirer plus profondément après des années à retenir son souffle. La troisième pratique consiste à reconnaître que le silence est un allié. Le silence n'est pas l'absence de réponse, c'est la réponse la plus profonde lorsque les mots ont perdu leur sens. Le silence révèle votre position, indique aux autres où vous ne pouvez plus rester, et montre à la vie que vous êtes prêt à cheminer en pleine conscience. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est un alignement. La quatrième pratique est la plus exigeante. Laissez les anciens liens se dissoudre sans chercher à les raviver artificiellement. Non par froideur, mais par sagesse. Il ne s'agit pas de repousser qui que ce soit, mais de créer un espace propice à l'émergence de relations authentiques. À un moment donné, vous réaliserez que votre désir de retenir certaines personnes était en réalité de la peur. Et lorsque la peur disparaît, les relations cessent d'être des prisons et deviennent des invitations. Ceux qui restent le font par affinité. Ceux qui arrivent le font naturellement. Ceux qui partent le font parce qu'ils ont accompli leur mission. La cinquième pratique consiste à cultiver de nouvelles relations sans précipitation. Ne cherchez pas de substitut, mais la résonance. Conversez avec ceux qui vous écoutent avec une réelle présence. Fréquentez ceux qui vous comprennent naturellement. Laissez la nouveauté se révéler au rythme de la vie. Jung disait que tout ce qui vient à la rencontre du soi arrive au moment précis, ni avant ni après. Et la sixième et dernière pratique consiste à se rappeler chaque jour que l'éveil ne rétrécit pas le monde, il le rend plus réel. Et lorsque le monde devient réel, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de lutter pour y trouver votre place. La vie commence à vous appartenir, car enfin, vous vous appartenez. Alors que ce voyage touche à sa fin, quelque chose en vous s'éveille peut-être déjà. Un sentiment d'expansion, d'ouverture, de compréhension profonde. Peut-être un peu d'appréhension, peut-être beaucoup de courage. C'est naturel. Chaque fin de cycle porte en elle les germes d'un nouveau départ. Et si quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur, même subtilement, laissez cette émotion se transformer en action. Le mouvement intérieur n'est complet que lorsqu'il engendre un mouvement extérieur. Choisissez une petite action à mettre en pratique aujourd'hui. Dire une vérité, poser une limite, clore un cycle, faire un pas de plus, respirer plus consciemment. N'attendez pas le moment parfait. Il est déjà là. Avant de nous quitter, je vous adresse une invitation directe et sincère. Si ce contenu vous a interpellé, s'il a touché votre âme, s'il a éclairé une part de vous-même restée cachée, soutenez ce travail. Aimez cette vidéo, commentez, même anonymement si vous le souhaitez, et abonnez-vous à la chaîne. Votre geste est bien plus qu'un simple engagement. C'est une façon de faire vivre l'énergie qui crée des espaces de conscience et de transformation. Que votre chemin se poursuive profond et authentique, guidé par la force intérieure qui a toujours résidé en vous.